Doula depuis 10 ans, maman depuis 11 ans, technicienne en travail social depuis 20 ans. Je suis Andréane Loubier, accompagnante à la naissance, et bienvenue dans mon univers où tous les sujets reliés à la maternité seront abordés au fil des semaines. De la grossesse aux premières années de vie, en passant par les défis et les émotions des mamans et futures mamans. Maman vivante, c'est bien plus qu'un simple podcast. C'est une invitation à vivre pleinement chaque instant de ton parcours de maman, les doux comme les intenses, ceux qui font pleurer et ceux qui font rire, ceux qui épuisent comme ceux qui énergisent. Parce que ton rôle de mère est celui qui prend la plus grande place, te sentir vivante comme maman, c'est te sentir vivante dans ta vie. Bienvenue dans ce 11e épisode du podcast Maman vivante. Aujourd'hui, c'est un autre épisode spécial parce qu'actuellement au Québec, il y a une grande mobilisation concernant un sujet super important, un sujet qui me tient particulièrement à cœur de par premièrement mon métier, mais aussi mes expériences personnelles de maman. Puis, j'avais envie de contribuer un peu à ce mouvement-là. Je pense que chaque graine qu'on va semer va être importante, mais j'avais aussi et surtout envie de vous informer sur ce qui se passe avec nos merveilleuses sages-femmes actuellement au Québec. Et pour faire tout ceci, j'ai une invitée avec moi qui a accepté de venir nous expliquer un peu les enjeux entourant le projet de loi 15. Et là, on va y revenir. Mon invitée s'appelle Marie-Audrey Vaillancourt. Elle est sage-femme. Et salut Marie-Audrey, je vais te laisser la parole pour te présenter. Merci d'être ici, premièrement. Et je te laisse te présenter un petit peu plus. Bonjour Andréane, ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Mon nom c'est Marie-Audrey Vaillancourt, je suis sage-femme à la maison de naissance Mimosa à Lévis depuis 4 ans et demi déjà. Donc voilà, ça fait 4 ans et demi là, que j'ai mis le pied dans l'univers de la périnatalité, de l'obstétrique, de tout ce que les femmes traversent au cours d'une grossesse, d'un accouchement, d'un postnatal. Donc voilà, ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Yes, merci beaucoup. Puis, avant de parler, pardon, du projet de loi, j'avais envie que tu nous expliques, parce que moi je le sais là, parce que j'ai eu des suivis avec des sages-femmes, parce que je suis doula comme tout le monde le sait, mais j'ai envie que tu expliques c'est quoi le rôle d'une sage-femme, puis qu'est-ce qui rend la pratique sage-femme si unique puis si importante là, pour nous au Québec. Ben oui, je vais essayer de résumer ça en quelques minutes. En fait, la pratique sage-femme, en quoi ça consiste? En fait, on est des professionnels de la santé qui font partie du réseau de la santé, qui offre le suivi, en fait, de première ligne des femmes enceintes. Donc, tout ce qui englobe la période péri-grossesse. Donc, début de grossesse, accouchement et postnatal. Donc, nous, on prend en charge les suivis des femmes qui désirent avoir un suivi sage-femme dès la conception, donc dès le début de la grossesse, dès l'annonce de la grossesse, et on les accompagne tout le long de leur grossesse jusqu'au moment de l'accouchement, et au postnatal également, on les suit jusqu'à 6 semaines postnatal, pour vraiment venir englober et venir un peu boucler la boucle de la période là, périnatale. Puis en fait, faut spécifier qu'on peut suivre toutes les femmes qui ont une grossesse non à risque, donc des femmes en santé, une grossesse qui se déroule bien avec des bébés qui sont éventuellement en santé aussi. Là, donc, on exclut tout ce qui est grossesse à risque. Là, malheureusement, on peut pas suivre ces femmes-là. Donc, qu'est-ce qui différencie un peu la pratique sage-femme, c'est qu'on essaie vraiment de baser nos relations sur un engagement relationnel avec nos clientes. On essaie d'avoir, on a plus de temps généralement que les suivis médicaux lors des rendez-vous. C'est un des points qu'on entend souvent là, qui est apprécié de la clientèle. En moyenne, 35 à 45 minutes par rendez-vous. Les fréquences des rendez-vous sont les mêmes qu'avec un suivi médical, là, plus ou moins aux 4 à 5 semaines en début de grossesse, et ça se rapproche éventuellement au cours du 3e trimestre. Donc, on a vraiment le temps de créer un lien de confiance avec la clientèle. On apprend à connaître
leur vécu, leur bagage, ils arrivent avec quelle expérience, qu'est-ce qu'ils ont envie d'avoir dans ce suivi-là, qu'est-ce qu'ils ont envie de venir chercher avec nous dans notre accompagnement. Fait qu'on vient vraiment les soutenir dans cette démarche-là tout au long de la grossesse. On va aussi, comme je disais tantôt, on prend en charge le suivi au complet, donc on prescrit la médication au besoin, on prescrit les échographies, tous les dépistages qui sont offerts en suivi médicaux, on peut également les faire. Donc, on est vraiment comme le seul et autonome professionnel de la santé là, pour les femmes là, lors de ces suivis-là. À partir du moment où est-ce que on établit le lien de confiance puis qu'on vient vraiment connaître les gens puis venir les soutenir dans leur projet de donner naissance, bien ensuite l'avantage en fait que j'ai envie de dire c'est qu'on les femmes, évidemment, vont être avec leur sage-femme qu'elles connaissent au moment de la naissance. Donc, en partant, ce lien de confiance-là va se poursuivre jusqu'à l'accouchement et même au-delà pendant le postnatal. Ce qui fait que ça donne, selon moi, je veux dire en anglais, je m'excuse, mais l'empowerment des femmes qui vont venir vraiment comme puiser dans leur autonomie, dans leur choix de donner naissance dans le lieu de naissance qu'ils vont choisir, mais aussi avec qui ils veulent partager ce moment-là. Donc voilà, on est vraiment aussi les professionnels qui ont 100% confiance en fait en la physiologie de la femme, en la physiologie de la grossesse. Donc à la base, on croit que la femme est capable de donner naissance de façon naturelle. Évidemment, il y a plein de situations qui vont faire qu'on va avoir besoin d'intervention, puis c'est parfait qu'on ait ces interventions-là disponibles. Mais à premier avis, on essaie en fait de l'essayer, de tenter de façon naturelle, puis ensuite de ça, on accompagne selon comment ça se passe. Fait que voilà, c'est un petit peu là, un résumé. En postnatal, ce qui nous différencie aussi un petit peu là, du suivi médical, c'est qu'on va offrir des visites à domicile pour le postnatal. Donc, généralement, jour 1, jour 3 et jour 5 postnatal. On vient voir les familles à domicile. On vient vraiment s'assurer de la croissance, de la prise de poids du bébé, de physiquement comment la mère se rétablit de l'accouchement. Mais aussi tout l'allaitement, on vient faire le soutien à l'allaitement, donc tout ça. Fait qu'on est vraiment très disponible. Généralement, ben en fait, comment ça fonctionne, c'est que nous, on est disponible en fait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour notre clientèle. Donc, moindrement qu'une femme aurait une inquiétude sur exemple, qu'elle a des crampes au 3e trimestre ou une perte de liquide qui serait anormale, une perte de sang, des choses comme ça qui pourraient être vraiment préoccupantes, en fait, pour les femmes qui, normalement, devraient se rendre à l'urgence. Mais à ce moment-là, nous, elles ont notre numéro de téléphone. Puis, nuit et jour, là, elles peuvent nous appeler, nous rejoindre pour expliquer un peu leur urgence, leurs préoccupations importantes. Puis après ça, nous, on est là pour les accompagner, peu importe le moment, là. C'est la même chose aussi pour le postnatal, quand il y a des difficultés d'allaitement majeures, quand il y a vraiment des grosses problématiques, j'ai envie de dire, ben on est aussi rejoignable à ce moment-là, nuit et jour. C'est arrivé même que je suis allée faire une visite à domicile à 3 heures du matin dans l'allaitement qui allait vraiment pas bien, de prendre le temps avec cette cliente-là de résoudre la problématique puis de venir vraiment les aider. Puis je pense vraiment que c'est ce qui va faire la différence quand les femmes se sentent accompagnées et soutenues, peu importe le moment ou peu importe leurs difficultés. Fait que voilà, c'est un peu la base de notre philosophie de travail, là. On est vraiment une relation qui est non hiérarchique non plus, là. T'sais, on est vraiment comme d'égal à égal avec la femme, les familles, puis c'est ce qui nous permet d'aller vraiment dans... Je pense que les femmes ont tendance à nous donner accès à leur intimité, accès à ce qu'ils ont envie de vivre, justement, parce que ce lien de confiance-là est un peu la base de notre relation, là. Ah ouais, vraiment. Puis cette disponibilité-là, c'est précieux là, pour l'avoir vécu 2 fois, là, les suivis avec une sage-femme 2 fois sur 3. J'ai adoré ça, puis j'ai malheureusement vécu une fausse couche, puis ma sage-femme était là pour moi, même si c'est une fausse couche, tu sais. Je me rappelle de l'avoir appelée, elle a fait toutes les démarches, c'est elle qui a fait le lien en gynécologie à l'hôpital. Je suis allée là-bas directement, après ça elle m'a accueillie là-dedans, tu sais, je l'ai appelée, je me rappelle, je pleurais tellement, mais tu sais, au début je me disais, mais je suis pas en train d'accoucher, mais oui, tu sais, fait que j'ai appelé ma sage-femme, tu sais. C'est cette présence-là, c'est tellement réconfortant. Puis quand on a eu un suivi avec notre sage-femme, puis qu'on arrive au moment de l'accouchement, puis qu'on la voit
me semble ça fait ouf, tu sais, le lien est tellement fort que tout redescend, tu sais, s'il y a du petit stress qui est embarqué pendant le début de travail ou quoi, puis que là on arrive devant son beau visage calme qui nous a accueillis pendant toute notre grossesse, ça fait vraiment une magnifique différence. Cette présence-là, moi, c'est ce que j'ai adoré le plus. Et la confiance en la femme pour prendre ses décisions aussi, ça, j'ai adoré ça. De me faire dire, ben, voici tel test qui est fait de dépistage, par exemple, pendant la grossesse. Est-ce que tu choisis, toi, de le faire comme, tu sais, est-ce que c'est un choix que tu fais éclairé de le faire? Et voici s'il y a des alternatives, voici les alternatives que tu pourrais faire à la place de X, Y chose. C'est choses que, malheureusement, c'est moins proposé dans le milieu traditionnel, je vais dire, ou plus médical, où là, ben, on fait le test, puis c'est comme ça, tu sais, ça va avec la grossesse. Mais souvent, les femmes sont pas informées qu'il y a des alternatives ou qu'elles ont le choix. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment précieux de pouvoir avoir accès à ça là, en tant que future maman, puis même nouvelle maman aussi. Là. Fait que merci pour tout ce que vous faites. C'est tellement extraordinaire de vous avoir dans nos vies. J'ai adoré ça, vraiment. J'ai capoté sur vous autres, là, toute cette belle gang-là de beau monde. Fait plaisir. Puis en fait, la pratique sage-femme est comme un peu née de la demande des familles et des femmes. Tu sais, c'est un peu, on est là en réponse aux demandes que les femmes ont décidé de prendre en main leur suivi. Puis tu sais, là, je veux pas remonter trop dans l'histoire, mais dans les années 70, où est-ce qu'il y a eu des mouvements de mobilisation féministes, où est-ce qu'ils ont eu envie de se réapproprier ce moment-là de l'accouchement à la naissance. Fait nous, en fait, on est là parce que vous le demandez, fait que ça nous fait d'autant plaisir de vous accompagner quand on sait que c'est important, puis qu'on considère ce passage-là dans la vie d'une femme, quand une femme devient mère, quand un couple devient une famille, ou que ça soit un deuxième ou un troisième bébé, il y a toujours ce passage-là qui est très important à souligner, qui vaut la peine d'être vécu, puis de prendre le temps, en fait, de l'adresser, parce qu'on il n'y a pas seulement de la transformation physique qui va se créer pendant la grossesse, il y a aussi tout le côté psychologique, spirituel même au niveau des familles, des femmes, des couples qu'on accompagne. Fait que tant mieux si ça répond à votre demande. Puis je pense que c'est tellement important de porter en fait cette demande-là puis ce flambeau-là pour les femmes depuis tellement d'années, tu sais. Fait que ça nous fait toujours plaisir de savoir Ouais, qu'on est absolument. là pour... Puis ouais, absolument, absolument. C'est vraiment, vraiment précieux. Puis, avant de passer au fameux projet de loi 15, là, un peu la raison pour laquelle on est ici, j'aimerais ça aussi préciser ou ajouter qu'il y a plusieurs personnes qui ont des fausses croyances au sujet de la pratique sage-femme ou une méconnaissance de la pratique sage-femme, pensent que ben c'est comme dans les années, je sais pas, 30, là, tu sais, que le savoir se passait de génération en génération, de cousine en voisine, puis c'était parfait, c'était ça à l'époque. Maintenant, si vous êtes des professionnels formés à l'université pendant plusieurs années, vous êtes des professionnels de la santé vraiment avec toutes les compétences qu'on a besoin pour être en sécurité pendant notre grossesse, pendant notre accouchement, en postnatal aussi, et pour le petit bébé également. Je me sentais vraiment, moi, très, très confiante quand mon petit bébé est né. Vous êtes des spécialistes du nouveau-né aussi. Moi, j'ai trouvé ça très rassurant. Les médecins, les infirmières également le sont, mais c'est au même niveau vos connaissances par rapport à ça. Puis ça, ça me... Puis vous avez des ressources s'il y a des problématiques autres que là, vous nous référez. Puis vous êtes vraiment formé pour ça, alerte. Pour ça que j'avais envie de le préciser parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent encore aujourd'hui que ben vous mettez du l'encens pendant qu'on accouche puis vous nous regardez faire là, tu sais, c'est pas ça là. C'est vraiment pas On ça. Il fait y a... Oui, aussi ça, autre chose qu'on peut faire. Mais oui, j'en ai pas parlé, mais oui, effectivement, tu sais, je peux faire rapidement un petit résumé du cursus universitaire. En fait, le cours de pratique, c'est un baccalauréat, donc c'est un bac de 4 ans et demi qui se donne à l'Université de Trois-Rivières. C'est le seul université là, au Québec qui donne le programme actuellement. Donc, on a énormément d'heures. Là. En fait, comment le cursus est construit, c'est qu'on a 1 an et demi sur le campus à faire des cours vraiment théoriques sur la base, la biologie, la biochimie au niveau du corps et tout ça, spécialisé pour la femme enceinte, évidemment. Puis, on a aussi 5 stages, dont 4
on a 5 stages en maison de naissance, 5 stages de 14 semaines. Le cursus est en ce moment en train de changer, mais jusqu'à maintenant, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, 5 stages de 14 semaines qu'on suit une sage-femme, c'est vraiment du 1 à 1, du mentorat de 1 à 1, qu'on est là avec elle 24/7 là, pendant les nuits, les jours, les fins de semaine. Puis on a aussi un stage pendant le bac, qui est un stage en centre hospitalier, où est-ce qu'on va vraiment voir comment ça fonctionne en obstétrique, qu'on suit des médecins de famille, qu'on suit des gynécologues, qu'on les accompagne dans des césariennes, dans des péridurales, dans les accouchements de jumeaux, etc. Tous les accouchements qui sont considérés à risque, qu'on peut pas accompagner, pour voir comme l'endos de la médaille, comment ça fonctionne de ce côté-là. Puis on a aussi, on a aussi un stage en milieu communautaire, là. Donc oui, c'est un très gros bac, un très gros cursus. Puis on est en fait les spécialistes de l'accouchement physiologique, on est formés pour travailler avec la normalité. Ce qui fait que quand il y a quelque chose qui sort de la normale, on est aussi capable de déceler, parce qu'on sait que c'est pas ça qu'on voit normalement. Puis oui, effectivement, on travaille en étroite collaboration avec les équipes médicales dans les hôpitaux, qu'on travaille ensemble pour justement faire des références en gynécologie, en endocrinologie, en médecine interne, quand ils ont des problématiques qu'on rencontre au fil de la grossesse. Donc oui, on est formé pour ça, puis c'est triste. En fait, la pratique sage-femme n'a seulement que 20 ans. C'est beaucoup, mais en même temps, c'est très jeune pour un métier qui existe depuis toujours, on va se le dire. Les femmes ont toujours accouché, ont toujours eu besoin d'accompagnement. Mais on est encore un peu, malheureusement, victime des préjugés qu'on a à notre sujet. Tu sais, des fois, la vision, des fois... collective des sages-femmes, c'est des femmes avec les cheveux longs, une jupe de laine, avec un tambour, puis ils font des accouchements dans des tipis, tu sais. Non, c'est pas ça, tu sais, c'est pas ça. C'est ce qu'on essaie, en fait, avec le temps de démystifier, puis c'est dans des podcasts comme tu présentes, Andréane, ou quand on sort dans les médias, il y a des choses qui sont comme vraiment publicisées, puis quand toutes les femmes aussi, toutes les femmes qui ont bénéficié d'un suivi sage-femme, qui ont eu cette expérience-là, qui vont propager un peu la bonne nouvelle avec le bouche à oreille de « Ah ouais, les sages-femmes, ils ont des médicaments, ils ont du matériel de réanimation, ils ont tout ça », ben c'est ça, c'est ce qui tranquillement aide à démystifier un peu la pratique. Mais oui, malheureusement, on entend encore ça en Ah oui. 2023, tu sais. Ah oui, bien sûr. Puis je conclus ça par un petit fait vécu, parce que je sais que quand je le raconte, les gens sont tout le temps comme ah ouais, hein, tu sais, la sage-femme a fait ça. Puis je trouve ça précieux de le dire. Moi, j'ai eu des petits bébés. Mes deux derniers petits bébés ont eu des problèmes après la naissance. Puis j'ai accouché, moi, le 23 décembre de mon dernier. Et le 25 décembre, j'ai appelé ma sage-femme et j'ai dit mon bébé va pas bien, j'aimerais ça. Tu sais, est-ce que tu pourrais venir? Tu sais, elle est arrivée avec son saturomètre puis toutes ses affaires. Puis le 25 décembre, elle est rentrée dans ma maison. Elle a pris le temps qu'il fallait avec nous. Elle a fait son examen sur mon bébé. On a effectivement constaté que lui aussi avait un problème de santé. Elle a appelé à l'hôpital, elle a parlé à la pédiatre en 25 décembre. Là. On n'était pas, c'est ça, là, en plein temps des fêtes, là, mais vraiment pile, en plein congé férié. Fait que, tu sais, pédiatre parfait, on les attend. Elle a tout organisé ça. Tu sais, c'était précieux. Elle nous a entendus aussi là-dedans, dans nos inquiétudes, dans notre découragement. Tu sais, 2 jours postpartum, là, mon bébé est encore malade. Peut te dire qu'il y avait de l'émotion aussi dans l'air. Était là pour ça aussi, pour nous entendre là-dedans. Mais pour faire tout le lien avec la pédiatre et tout ça, ça a été tellement, ça l'a adouci, tu sais, le fait que, ben oui, mon bébé a même pas 48 heures, puis faut que je prenne mes affaires puis que je m'en aille à l'hôpital alors que j'ai accouché puis que ça a été tout doux puis tout, tu sais. Fait que c'était beau d'être accueilli là-dedans, puis c'était aussi facilitant d'avoir ce lien-là, puis qu'elle vienne évaluer mon bébé chez nous, tu sais, puis fait que ça, souvent Mhm. quand je raconte ça, tout le monde est comme OK, là, tu sais, ça va bien au-delà de effectivement avoir un tambour puis puis une jupe en laine, là, comme tu dis. Ceci dit, hein, on peut mettre des jupes en laine, là, c'est pas grave, là, mais C'est c'est pas ça pas le point. c'est pas ça le point, c'est exactement pas ça le point. Les gens ont la même perception des accompagnantes à la naissance, en fait. On est un petit peu dans le même... les gens ont ces fausses croyances-là, alors c'est merveilleux qu'on en parle aujourd'hui. Puis c'était parfait de le clarifier parce que, justement, l'enjeu ben, tu sais, ce qu'on rencontre actuellement comme enjeu avec le projet de loi 15 qui a été déposé au Québec, je trouvais ça important qu'on se positionne que on vous positionne comme des professionnels de la santé compétents, formés, disponibles et
parfaites comme elles le sont là, parce que est-ce que tu peux nous expliquer, pour que tout le monde comprenne, qu'est-ce que c'est en gros, bien sûr, là, le projet de loi 15? Mhm. Oui, je vais un peu démystifier ça avec vous. Là. Je vais y aller quand même dans la base. En fait, le projet de loi 15, c'est un projet qui a été déposé au printemps dernier par le gouvernement actuellement en place, qui vise en fait à une réforme du réseau des services de santé et des services sociaux. Fait que, grosso modo, c'est un peu ça. Ce projet de loi-là, en fait, va venir modifier 37 lois en ce moment en place et va venir, en fait, toucher plus ou moins, en fait, 1000 articles dans cette loi-là, dans ces lois-là, en fait, les 37 lois. Là où est-ce que ça va venir impacter la pratique sage-femme, c'est que en ce moment, la pratique sage-femme, nous, on a une pratique qui est autonome. Ce que je veux dire, c'est qu'on, oui, on fait partie du système de la santé, oui, nos services sont couverts par la RAMQ, c'est découvert les services qui sont offerts gratuitement à la population et tout ça, mais on a une autonomie de pratique importante. Dans le fond, nous, comment ça fonctionne, c'est qu'on a actuellement des conseils sages-femmes, conseils exécutifs sages-femmes qu'on appelle CSF. Puis le rôle, en fait, des conseils sages-femmes, c'est qu'ils vont venir à veiller sur la qualité et la pertinence des soins et des services offerts aux familles en maison de naissance. Ils vont être aussi responsables ils vont être responsables et ils vont donner des responsabilités légales en lien avec l'organisation des services. Ils vont poser des recommandations aussi. Ils vont s'assurer de la compétence des sages-femmes qui pratiquent en maison de naissance. Bon, vous voyez un peu là, comment ça fonctionne. Et évidemment, les conseils sages-femmes sont exclusivement formés de sages-femmes. Et chaque maison de naissance a leur conseil sage-femme. La loi 15, en fait, ce qu'elle va venir proposer comme modification, c'est qu'ils vont vouloir venir nous introduire dans le CMDPSF, et là, je vous traduis, qui est le comité des médecins et pharmaciens, faut que je lise, comité des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes. Donc, ils veulent abolir les conseils sages-femmes, d'où là notre perte d'autonomie majeure dans notre profession. Puis, ils veulent venir nous greffer dans un comité qui est médical et sous tutelle médicale. C'est pour ça qu'on dit ça, c'est qu'on va venir pratiquer sous un directeur médical. Puis, dans le comité des médecins, dentistes, pharmaciens, en fait, on a seulement eu une garantie qu'une sage-femme viendrait siéger au niveau de ce comité-là. Donc, on serait en fait très minoritaire dans ce comité-là. Et là, on comprend que la majorité des sièges vont être à des médecins. Et c'est ce comité-là, en fait, qui va avoir la responsabilité un peu du CSF qu'il y a en ce moment. Donc, l'organisation des soins, la qualité de l'acte, la qualité des soins qui sont posés et des services, les recommandations médicales sur des règles de soins, exemple, qui sont en ce moment régies par les sages-femmes. Et là, on comprend que la problématique, c'est que en fait, on parle de deux paradigmes complètement différents, l'approche médicale versus l'approche sage-femme quand on parle d'obstétrique, de soins périnataux, puis c'est ce qui va venir en fait impacter directement le choix des femmes et des familles. C'est comme si on mettrait des personnes qui parlent pas la même langue dans un même comité où la sage-femme est minoritaire et là, on va se faire évaluer sur nos actes professionnels par des gens qui pratiquent pas comme nous, qui parlent pas la même langue. Fait que c'est là où est-ce que c'est excessivement préoccupant, en fait, dans la perte de notre autonomie de pratique et où est-ce qu'on a peur d'avoir un recul sur tout ce qui a été acquis depuis 25 ans, depuis que la légalisation de la pratique sage-femme a été faite. On sait, en fait, que, j'en ai pas parlé tantôt, mais la base un peu de l'approche de la pratique sage-femme, c'est le choix éclairé, hein, la prise de décision consciente et éclairée. T'en as parlé un petit peu, Andréane, tantôt, c'est moi ce qui est observé en centre hospitalier. Quand on parle de choix de lieu de naissance, on est les seuls professionnels qui vont offrir 3 différents choix de lieu de naissance pour les familles, soit la maison de naissance, le domicile ou l'hôpital. On sait très bien que le corps médical ne vont pas offrir ces choix-là. Donc, est-ce qu'ils vont venir vouloir prendre des décisions sur comment leurs pratiques se font et venir comme teinter notre pratique à nous et où est-ce qu'on n'aura pas nécessairement
la place à la négociation, j'ai envie de dire, vu qu'on va être vraiment minoritaire dans ce comité-là. Fait que là est le gros morceau du projet de loi 15. En ce moment, il y a vraiment eu beaucoup de mobilisation. Le recrutement, entre autres, ont déposé en fait, on a demandé des amendements au projet de loi à quelques visées là, dans le projet de loi 15 pour que justement ils prennent en considération nos préoccupations et qu'ils viennent un peu entendre ce pourquoi on a envie de se mobiliser puis qu'on se met à parler un peu fort. Puis malheureusement, jusqu'à maintenant, les amendements n'ont pas été retenus en commission et actuellement, c'est comme le moment chaud, j'ai envie de dire, parce que la commission sont en train d'étudier le projet de loi, puis on parle qu'ils veulent appliquer le projet de loi rapidement. On parle de décembre, même voire début de l'année là, qui s'en vient. Donc, c'est demain, ça. Là. Fait que c'est ça, en fait, le gros point, c'est la perte de notre autonomie professionnelle, c'est qu'on perde un peu, qu'on est vraiment dans un recul dans toute notre pratique et tout le choix des femmes et des familles qui vont venir impacter, que ce soit le lieu de naissance, que ce soit, par exemple, pour parler de l'accouchement vaginal après césarienne, fait que le fameux AVAC, ben on sait en fait que nous, on l'offre à domicile sous réserve, mais c'est quelque chose qui est possible, c'est quelque chose qu'on peut faire également à la maison de naissance, mais l'AVAC, en ce moment, en centre hospitalier, est pris de façon très différente. Fait que quand je dis on parle pas la même langue, c'est deux paradigmes complètement différents. C'est là où est-ce que ça nous inquiète énormément. Ouais, effectivement que la différence pour moi toucher aux deux milieux là, tu sais, et pour l'avoir vécu personnellement et professionnellement également, c'est chacun a sa vision des choses, c'est correct, chacun a sa formation, chacun a, bon, c'est ça, on n'est pas ici pour jouer l'avocat du diable non plus, puis c'est ça aussi le point important à soulever, je pense, c'est de dire, ben, on vit deux réalités différentes, avec des compétences différentes, des visions différentes, et l'un n'est pas mieux que l'autre parce que les femmes sont en sécurité avec les sages-femmes de la façon dont ça se déroule maintenant. Statistiquement, il n'y a pas plus de drames qui arrivent avec des sages-femmes qui est en milieu hospitalier, tu sais. Exact, c'est soutenu par plein d'études. L'Organisation mondiale de la santé soutient la sécurité de la pratique sage-femme hors centre hospitalier, que ce soit pour les accouchements à domicile ou à la maison de naissance. J'ai pas les statistiques, là, je veux pas aller dans le pourcentage, mais on sait qu'il y a moins de nombre évidemment, de ventouses, de forceps, d'épiridurales, les diminutions des taux de césarienne dans cette approche-là. Fait c'est pas banal ce qu'on a comme impact, mais c'est pas non plus banal ce qui s'en vient s'ils se mettent à appliquer leurs règles de soins en centre hospitalier, mais sur comme une pratique qui est complètement une autre pratique, tu sais. Puis qui est complètement d'ailleurs autonome, efficace, apprécié. Tu sais, il n'y a pas à aller nécessairement en ce moment à aller briser ça, là. Tu sais, c'est pas quelque chose qui fonctionne pas bien, c'est pas quelque chose qui a des mauvais, je vais dire, résultats, là. Donc, il s'attaque un peu à quelque chose qui ont pas besoin de toucher. Ça va bien. C'est ce que j'ai compris, moi, c'est que ça va super bien. Laissez-nous continuer à faire ce qu'on fait de façon professionnelle, autonome. Euh, c'est tellement parfait ce qui se passe en ce moment, je trouve, avec vous. C'est tellement, mon Dieu, moi, ça paraît-tu que je suis vendue, là, j'ai adoré ça. Puis tout en ayant la conscience de dire, ben, oui, quand il y a une problématique, ben, on a d'autres ressources. Vous êtes pas là avec votre orgueil à dire non, non, on les, tu sais, ben non, vous allez chercher ce qu'il faut quand ça devient une grossesse à risque, vous allez la référer, tu sais, il y a toute cette Exact. belle humilité-là, vous avez cette humilité-là, mais cette obligation-là, de toute façon, d'aller chercher, c'est ça, d'aller référer. Fait que c'est s'attaquer à quelque chose qui est inutile d'attaquer. Puis si je comprends bien, dans ce comité-là, il y aurait aussi pharmaciens et dentistes, c'est ça? Et médecins. Exact. OK, fait qu'on n'est pas, on n'est pas du tout proche de la pratique sage-femme, là.
même pas dans l'obstétrique, là, quand on parle de santé dentaire, tu sais, puis c'est pas moins bon, c'est juste, c'est complètement deux choses différentes. Puis l'objectif, en fait, derrière ça, c'est de centraliser, c'est de venir, puis tu sais, ce qu'on commence à entendre, c'est que les arguments du gouvernement, c'est, ben, on veut favoriser la multidisciplinarité, le travail en équipe, travailler en interdisciplinarité, diminuer un peu le travail en silo. Mais c'est pas de mauvaise foi, là. C'est pas parce qu'on veut pas travailler en interdisciplinarité. On travaille déjà avec ces professionnels-là, comme je disais tantôt, très rapprochés dans nos consultations, dans nos questionnements. Moi, c'est pas rare que je vais appeler un pédiatre parce que j'ai une question, puis c'est pas nécessairement parce que... Puis comme tu dis, c'est pas un truc d'orgueil, c'est pas un vouloir, c'est un devoir. Je me dois, dans ma pratique professionnelle, d'aller chercher les ressources quand je sais qu'il y a quelque chose que j'ai besoin d'aller chercher. Puis comme tu disais tantôt, tu sais, l'approche médicale, elle a sa place, elle a fait ses preuves, c'est parfait, ça répond à un besoin de la population, puis c'est excellent. Nous, on demande juste qu'à coexister dans tout ça. Puis la pratique sage-femme, comme tu dis, a aussi fait ses preuves et continue à faire ses marques. Je veux dire, on est depuis 25 ans en pénurie de sages-femmes. Il n'y a pas assez d'irradiation à chaque année. C'est à peine pour dire qu'on a assez de sages-femmes au Québec pour pouvoir ouvrir et déployer le service. Il y a encore des régions au Québec qui, malheureusement, sont pas... il n'y a pas de maison de naissance, il n'y a pas de service sage-femme qui est offert. Et c'est pas parce que la demande de la population n'est pas là. Fait que nous, on sait de plus en plus avec les années, les listes d'attente en maison de naissance, ils s'accumulent, ils s'alourdissent. Donc, c'est pas un service qui, en ce moment, ne fonctionne pas et qui est en voie de diminuer. Au contraire, on est en augmentation constante dans la demande des femmes et des familles de vouloir vivre leur accouchement hors centre hospitalier avec un autre type de professionnel de la santé, mais tout aussi équivalent. C'est juste une approche complètement différente. Comme une approche fondée, comme je disais tantôt, sur la physiologie du corps, sur le pouvoir des femmes à accoucher, puis d'être capable de trouver ça essayer du moins en première intention, puis si on rencontre des embûches ou des défis, ben il n'y en a pas de problème, on ira les chercher, les ressources après, mais du moins être capable de laisser la chance aux femmes de choisir dans quel endroit et ne serait-ce qu'avec qui ils veulent vivre ce grand moment de vie-là, qui est de donner naissance à un enfant, un bébé, la naissance d'une famille, tu sais, fait que oui, c'est ça, c'est un peu les préoccupations qu'on a, puis c'est d'ailleurs pour ça qu'on, depuis quelques jours, là, vous allez probablement l'avoir vu, mais qu'on a fait des mobilisations dans la rue, plusieurs villes au Québec, il y a eu des rassemblements le 22 octobre dernier, puis qu'on a aussi des sorties dans des points de presse, dans les médias, des entrevues, tout ça, parce que de plus en plus, ça préoccupe les gens et les sages-femmes, mais aussi la population. Ouais, effectivement. Puis une des raisons, ben il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles j'avais envie de t'entendre au sujet de ce projet de loi-là. Puis entre autres, c'est parce que, comme on sait, en ce moment, sur la plateforme Meta, on n'a aucune publication des réseaux d'information et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui vont pas s'informer ailleurs et là, je trouve que ça l'a passé un petit peu inaperçu justement parce que ça a pas fait de bruit sur les médias sociaux. Fait que toutes les femmes qui écoutez ceci en ce moment, je vous invite à le partager, faites du bruit un peu avec nous. C'est une des façons, je pense, qu'on peut faire pour vous soutenir là-dedans, c'est de faire du bruit, d'en parler, de partager tout ce qu'on peut, tout ce qui est possible de partager en ce moment sur les médias sociaux. Bon, on connaît la règle maintenant, mais ce podcast-ci, par exemple, ou je sais qu'il y en a d'autres qui vont se faire ou qui ont été faits, des publications qui sont faites qui viennent pas de médias d'information, ça serait une façon que les gens pourraient contribuer pour vous soutenir. Je dis vous, mais dans le fond, c'est nous, hein? C'est tout le monde, c'est les C'est tout futurs parents, c'est toutes nous, c'est toutes nous. Quoi d'autre en conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens qui nous écoutent pour aller vous soutenir dans cette mobilisation-là? Mais il y a en fait vraiment beaucoup d'informations qui est qui est véhiculée par les pages Facebook, entre autres la page de la Coalition de la pratique sage-femme, où est-ce que là, il y a vraiment beaucoup là, de nos mobilisations qui sont publiées, où est-ce que l'organisation se fait. Puis il y a aussi la page Facebook Mouvement pour l'autonomie dans l'enfantement. Fait que c'est les deux pages Facebook où est-ce qu'on a vraiment, on tient à jour un peu nos prochaines mobilisations. Évidemment, ils vont en avoir d'autres. Il y en a eu une la semaine dernière, là, c'est à suivre pour les prochaines.
Vous pouvez aussi, là, en soutien, aller signer la lettre ouverte que le regroupement a déposée, là, ça fait quand même plusieurs semaines que ça a été publié et ça a été partagé de nombreuses fois là, sur plusieurs pages sur les réseaux sociaux, mais sur les pages que je viens de vous nommer, donc la Coalition de la pratique sage-femme et le Mouvement pour l'autonomie dans l'enfantement, ils ont été déposés là, la lettre ouverte. C'est comme un peu une pétition sur c'est quoi les enjeux, qu'est-ce que ça va venir impacter pour les femmes et les familles. Puis on invite là, la population à évidemment signer et partager en grand nombre. Autre chose que vous pouvez faire pour nous soutenir, c'est ne serait-ce que de vous tenir au courant des développements, de continuer à partager vos belles expériences, vos beaux vécus avec vos suivis sages-femmes. Malheureusement, on n'a pas encore assez de belles histoires, de beaux récits d'accouchement. Encore collectivement, on a l'image de la femme qui accouche et qui est donc bien automatiquement en souffrance. C'est pas ça, accoucher, c'est pas ça, donner naissance, c'est pas obligé d'être ça, en fait. Donc, de continuer à partager, de contaminer de façon positive dans vos récits, vos partages d'accouchement et de suivi sage-femme, c'est ce qui va venir un peu par en dessous, un peu modifier la vision de ce que les gens ont des sages-femmes et des suivis sages-femmes. Super, merci beaucoup. Puis les liens dont tu parles là, les pages Facebook et aussi pour signer la lettre ouverte, se retrouvent dans la description du podcast. Donc, vous allez pouvoir aller cliquer directement, vous rendre directement aux bons endroits. Alors, ben merci Marie-Audrey de ton temps. Merci beaucoup. Ça a été très agréable. Je suis très contente que tu aies accepté l'invitation encore une fois. Là, je trouve ça super important qu'on puisse faire notre part. En tout cas, que je voulais faire ma petite part, semer ma petite graine là-dedans. Donc, merci énormément d'avoir répondu à l'invitation. Et merci à vous, merci à toi qui écoute ceci. N'hésitez pas à partager, à aller vous informer et à signer la lettre ouverte qui circule pour donner un beau coup de main à ce merveilleux service. Même si vous avez jamais eu de suivi sage-femme, même si c'est pas dans vos plans non plus, même si vous êtes une grand-maman ou même si vous avez juste 18 ans, allez signer ça. On veut faire du bruit pour soutenir nos sages-femmes du Québec. Ben, merci beaucoup, André. Merci à tous ceux qui vont partager la bonne nouvelle, qui vont nous appuyer. On répond à votre besoin, on est là en soutien. Donc, merci pour tout ça. Je suis super touchée. Merci beaucoup. Puis, ben, nous, on se revoit dans 2 semaines pour le 12e épisode. Ciao tout le monde!